Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Samuel Boulestex qui va nous parler de son travail. Bonjour Samuel. Bonjour Mathieu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais, ton parcours et du coup ton lien avec la BD? Eh bien oui, je suis sculpteur depuis 25 ans à peu près. J'ai eu un parcours personnel au sens où j'ai fait plutôt des créations que je qualifierais d'iconoclastes pendant une période de ma vie, environ de 1990 à 2000. Et à partir de 2001, j'ai eu envie de m'essayer à un genre, je sais pas trop si ça s'appelle un genre, de me lancer donc dans la figurine de bande dessinée. Enfin, pas au sens figurine parce que j'avais pas envie de faire de la miniature, j'avais plus envie de faire de la sculpture, de la statuaire, voilà, plutôt dans des tailles un peu plus grandes avec des recherches de matière. Je savais pas trop ce que vers où j'irais exactement. Je savais juste où j'irais pas. J'avais pas envie de faire de la sculpture peinte. Après, c'était voilà, le champ était ouvert. J'avais envie à la fois de m'amuser, d'être dans un espèce de fan art parce que voilà, je suis quand même plus que sympathisant de la BD. Puis de proposer à des auteurs, ça c'est venu petit à petit, hein, pas dès la première en 2001, leur proposer éventuellement un regard peut-être un tout petit peu approprié, un peu personnel sur leur personnage. Tu as réalisé de nombreuses sculptures BD, donc on a pu voir Gaston, Torgal, Ulrich, Lucky Luke, Black Sad, Spirou, etc. Comment tu choisis un projet? Est-ce que c'est toujours une envie de ta part, donc à ton initiative, ou est-ce que ça peut t'arriver de répondre à une commande? Comment tu choisis un projet? En fait, au fil du temps, je suis passé d'un côté plutôt pulsionnel, c'est-à-dire, oh, il est super ce personnage, je veux le faire, et que ça engageait finalement que moi, parce que j'avais pas de structure comme aujourd'hui avec des employés. Donc, je suis passé donc de ça à quelque chose de plus organisé, de plus stratégique. Donc, c'est plus, ça part d'abord d'une idée concertée avec des partenaires, avec d'autres de personnes qui vivent de près ou de loin de mon travail. Voilà, on en parle et on se dit voilà, quel serait le personnage suivant, quel serait le suivant, quel serait le plus intéressant à faire qu'on n'ait pas déjà fait, qu'on pourrait présenter d'une façon un peu nouvelle, enfin toujours dans un esprit de se renouveler, d'être créatif, et puis bien sûr que tout se vende. Et donc, parce que c'est le nerf de la guerre, si tout ne se vend pas, eh ben, c'est fini, l'aventure s'arrête. Parce que moi, ça coûte très cher de faire des sculptures, de faire du moulage, et ça demande un atelier de 170 mètres carrés en l'occurrence, avec là on est une équipe de 5 personnes, on est à fond toute la semaine, et parfois même le week-end. Donc vous êtes Donc on cinq va vraiment à mettre la main à la travailler. pâte, quoi. Oui, oui, en fait, je travaille avec ma femme qui, elle comme moi, on est un peu partout. Elle, peut-être plus dans l'aspect bureautique et moi plus dans l'aspect créa, mais le reste du temps, on est à tout, le collage, le ponçage, l'emballage, les patines, et puis la gestion aussi du personnel, parce qu'on a 3 personnes qu'il faut former un peu en permanence, parce que toute nouvelle pièce est un nouveau défi. Et voilà, donc on est très occupé, et si ça, tout ça, ça a un coût. Et il faut absolument que tout se vende pour pouvoir lancer le projet suivant. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même, on peut pas toujours se fier à sa pulsion de départ. Il faut des fois aussi être un peu raisonnable et se dire bon, est-ce que les collectionneurs nous suivront sur ce projet? C'est pas sûr, donc il vaut peut-être mieux en faire un peu moins risqué. Donc voilà, si un projet risqué doit voir le jour, ce sera entouré de projets moins risqués. Ça peut être une façon de faire. Franquin a plusieurs fois été mis à l'honneur dans ton travail. On a pu voir Spirou, Gaston, Spip et là le dernier né Fantasio. Tu es fan de Franquin? Non, je suis fan d'aucun auteur en fait en particulier. À force d'observer son univers et à force que des vrais fans me mettent le doigt sur des choses vraiment passionnantes et que j'aurais pas vu au premier coup d'œil, oui, j'avoue que bon, j'ai appris à apprécier. Mais je suis pas tombé dedans chaudron étant petit, donc je l'ai découvert un peu tard et voilà, j'ai pas l'aspect réminiscence qui, je pense, fait battre le cœur à autant de fans. Est-ce que tu peux nous raconter les différentes étapes d'une sculpture entre le moment où tu décides de te lancer sur Fantasio par exemple, puisque c'est le dernier qu'on a pu voir, jusqu'au moment où la série se trouve en vente? Fantasio, je me suis bien organisé pour Fantasio. En fait, je fais un duo avec un ami dessinateur dont je parle pas beaucoup, mais de temps en temps, je fais une rétrospective de son travail. Il me fait des dessins préparatoires. Il s'appelle Christophe Corona et son nom d'artiste, c'est Cécile. On le connaît pour avoir fait Holmes récemment. Et un peu plus avant, il avait fait le réseau Bombis. Enfin, il est dans un style et en même temps,
en coulisses de tout ça, il est capable d'aborder énormément de styles. Et donc c'est ça qui est super parce que moi, il a une forme d'érudition dans le dessin où il est capable de comprendre, voire jusqu'à dessiner du Lucky Luke, du Fantasio, du Rantanplan, etc. Donc là, pour Fantasio, je l'ai consulté, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses? J'ai ce projet de duo avec Spirou qui existe déjà. Fantasio, dont on a déjà un peu le dessin tiré d'une case où en fait ils sont l'un et l'autre en train de marcher, mais Fantasio se retourne d'un air très effrayé pendant que Spirou, lui, fonce droit devant. On est dans Les Prisonniers du Bouddha. Et donc, autant Spirou, ça fonctionnait bien, son espèce de détermination dans sa marche, autant le fait que Fantasio se retourne complètement pendant qu'il marche avec un air très effrayé, je me dis, ça en sculpture, je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, je lui dis, est-ce que tu pourrais me le redessiner de telle manière qu'on trouve un entre-deux où il serait plus dans une dubitatif, genre, t'es sûr, Spirou, qu'on y va là? Et je trouvais que ça lui allait bien quand même, que ça, comment dire, que ça allait quand même être une espèce de synthèse du personnage, enfin, que ça allait fonctionner sans trahir le personnage et sans que ce soit tout à fait le trait d'origine. Et puis surtout que ça s'accorde bien au Spirou déjà existant. À commencer par l'échelle, il faut que l'échelle soit équivalente, mais voilà, il faut que ça fonctionne dans le duo, c'est-à-dire pendant qu'il y en a un qui est très déterminé, l'autre est dans le doute, et c'est super, ça fait un beau binôme. Quand j'ai eu ces dessins, j'ai pu me lancer sur l'étape 1 qui est de faire une armature, qui c'est une étape très déterminante parce que ça détermine la taille, la pose, et puis tous les petits problèmes liés au travail sur l'argile qui a tendance à s'affaisser. Voilà, l'attraction terrestre cherche toujours à la tirer vers le bas, donc il faut essayer de la maintenir là où elle est. Donc on fait voilà, une armature qui sert à tenir tout et en même temps qui est un genre de squelette qui doit déjà avoir sa propre expression. Une fois que ça fonctionne, là je mets ma petite caméra en place aussi parce que ça c'est mon petit plaisir bonus. Je commence à me filmer, enfin disons je filme des petites séquences qui me semblent des séquences clés et à la fin je les mets bout à bout pour me faire une petite vidéo sur YouTube. Là je commence à mettre les masses, c'est-à-dire les grosses formes principales et puis je m'arrange pour les faire fonctionner le mieux possible les unes avec les autres, en faisant un genre de petit mannequin qui, dans un premier temps, va juste avoir une pose juste. Il faut qu'il ait l'air vivant avant qu'on le reconnaisse. Pas encore dans la ressemblance, c'est pas tout de suite. Et puis voilà, quand ça fonctionne, que les proportions sont en place, bah, mine de rien, il y a déjà le plus dur qui est fait pratiquement. Et donc après, je vais aller chercher de la ressemblance, que le nez, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est, c'est-à-dire il faut essayer de le qualifier pour arriver à le faire. Qu'il a un nez plutôt patatoïde, bon, oui, mais est-ce qu'il est plutôt large, long? Les narines, est-ce qu'on les voit bien? Est-ce qu'elles sont plutôt en dessous, ramassées, etc. Je me fais une espèce de petit mémo comme ça dans ma tête où j'essaye de bien qualifier chaque chose. Et puis, fort de tout ça, je pars sur le modelage et puis j'essaye. Après, c'est en faisant qu'on voit. Petit à petit, le personnage apparaît, la ressemblance évidemment avec, et j'arrive au bout de 10 jours à quelque chose de quasiment terminé. Et là, c'est le moment de prendre un peu de recul. C'est un moment décisif parce que je pense qu'une sculpture peut être, on va dire, acceptable ou géniale selon le temps de recul qu'on se donne. Et acceptables, en général, elles le sont toutes. Pour passer vraiment à cette petite étincelle de vie, il faut être bien luné. Et donc là, on prend une petite pause, on regarde, on demande aux copains, on demande autour de soi, on écoute bien les critiques. Et puis on revient un bon matin où on a pris un super bon café. Ah oui, ah tiens, voilà, ça se serait bien senti si je le faisais plus comme ça. Tiens, un petit voilà. Et toutes ces petites subtilités lui donnent ce petit supplément d'âme qui fait qu'à la fin, ah voilà, c'est waouh. Il faut que ça fasse waouh, sinon c'est pas la peine. Et donc à ce moment-là, ben, j'ai fini mon travail de sculpteur. Je change de casquette et je prends la casquette ensuite du prototypeur. L'argile aura déterminé 99% de tout ce qui est intéressant artistiquement. Évidemment, ça passe par un SAS qui est la validation de l'éditeur. Hein, voilà, ça va de soi. Et donc ça, une fois que c'est obtenu, donc j'ai l'autorisation de passer au moulage. Et donc, ça passe par plusieurs sas de validation qui, à un moment donné, me reviennent. Alors, plusieurs sas qui arrivent, en fait, jusqu'à l'héritière Franquin, qui est finalement le final cut. Hein, c'est elle qui va, au final, dire vraiment si ça lui plaît ou pas, ou poser des questions, ou s'interroger sur la bonne longueur de quelque chose. Voilà. Et donc là, dans les allers-retours, je peux être amené à faire des corrections. Et ce qui arrive quasiment tout le temps. C'est pas
c'est pas le plus marrant, mais faut le faire. Voilà, faut être respectueux des desiderata des uns et des autres. Parfois, c'est très pertinent parce que j'ai pu manquer quelque chose d'important. Parfois, ça l'est moins, voire pas pertinent du tout. Et là, je défends ma vision Hum. à coup de courrier et de comparatifs avec Photoshop, avec tous les moyens possibles. Je montre, regardez bien, Franquin dessinait ça comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, mon volume, il est juste. Donc je vous conseille plutôt de préserver cette partie-là. En revanche, je peux éventuellement changer ça et ça si ça vous fait vraiment bizarre. Vous voyez, Hum. là, c'est un autre métier encore. Je ne sais pas combien de casquettes il me faut hein, pour arriver au bout. Mais c'en est une qui est vraiment qu'en aura dissuadé plus d'un, hein, parce qu'on peut se retrouver à avoir terminé quelque chose. Moi, le modelage de Fantasio, je l'avais fini fin janvier dernier. Je laisse faire le calcul. Et il a été finalement complètement validé début septembre. Parfois pour changer une petouille. Et qu'on change finalement pas, parce que je défends quand même mon bout de gras sur certains points que j'estime pas légitimes à changer. Et à la fin, on me remercie d'avoir tenu bon hein, aussi. C'est-à-dire que voilà, dans ce flot de questions et de doutes, il demeure une forme de vérité qui se fait jour. Et voilà, chacun apporte quand même tout ce qu'il peut pour améliorer l'objet. Voilà. En tout cas, ça peut prendre du temps et ça peut épuiser les plus courageux. Vraiment. Donc, parce que c'est pas du tout le métier qu'on a signé, pour lequel on a signé. On en arrive à un point où l'argile est validée. Moi, je suis passé donc à une technique, à la technique suivante, qui est le prototypage du plâtre. À partir du premier moule que je fais, je tire un plâtre et je le finis. Déjà, donc la sculpture, je peux encore l'améliorer dans le plâtre, avec des petits ponçages, avec des traces d'outils placés d'une certaine façon, avec des effets de texture par exemple, et puis un morcellement des pièces de telle façon que je vais séparer en fait toutes les pièces que ça m'arrange de séparer pour les besoins du moulage. Donc Fantasio, en l'occurrence, il a ses deux bras moulés à part, sa tête moulée à part, le corps lui est d'un seul tenant, il y a le socle, et puis après son bouton à l'avant. S'ajoute à ça toutes ces mèches de cheveux qui là sont pas du moulage, mais en fait j'ai calé avec un tourneur fraiseur qui a bien voulu se prêter au jeu. En fait, il a une presse 60 tonnes qui permet, en fait, selon comment on s'y prend, on peut écraser une tige de laiton de telle façon qu'elle parte d'une tige ronde vers une tige plate, plus une espèce de forme arrondie pour que ça fasse le jeu de la forme du cheveu. Tout ça, on a mis ça au point. C'était pour Rantanplan, et puis cette mise au point maintenant nous sert à chaque fois qu'on veut faire des mèches un petit peu folles. Et donc Fantasio, il n'a pas plus tard que ce matin, j'étais encore en train de lui coller des mèches de cheveux sur la tête, parce que j'ai une grande livraison qui s'approche. Et donc là, je suis en train d'en faire 24 d'affilée. Voilà, donc il a un trou dans la tête, fait exprès pour recevoir les mèches. Tout ce travail de prototypage prépare en fait l'organisation suivante, qui sera évidemment celle du moulage en série, et celle où je commence à déléguer à mes collaborateurs. Une fois que le plâtre est fini, je fais à nouveau une vidéo, photo, etc. pour le présenter dans sa version finale. Ça prend encore des semaines et des semaines à être validé. Et là, je peux enfin considérer que j'ai fini cette deuxième étape. Donc, je fais un nouveau moule qui est le moule de série. Et ce moule est vraiment adapté à la série en résine à savoir que j'utilise une résine qui est un mélange de bronze en poudre avec de la résine polyester que j'ai baptisé le bronze composite, faute d'avoir un vrai nom à lui donner qui existerait avant. Il existait quand même un terme anglais qui est cold cast bronze, qui veut dire bronze coulé à froid, mais je ne me voyais pas utiliser cette appellation parce que bronze coulé à froid, je trouve que les gens s'imaginent qu'on va couler du vrai bronze froid. Je trouvais pas ça très honnête et donc je préférais utiliser le terme composite pour que ça renvoie plus à la résine. Bon, c'est toujours un peu imparfait parce que quoi qu'on dise, il faut quand même expliquer. Mais donc mais je le fais sur mon site internet. Là, on a donc notre prototype en plâtre qui est propice au moulage. Donc je vais faire autant de moules qu'il y a de multi-pièces et c'est parti donc pour faire du bronze composite. Et donc là, j'ai mis au point avec le temps, parce que ça fait 20 ans hein, que j'utilise cette technique. J'ai amélioré un peu le concept. Là, il y a un an, en fait, depuis que j'ai mon nouvel atelier, j'ai cassé la tirelire et j'ai fait faire une rotomouleuse qui est pas une machine qui fait des rots. C'est c'est une rotomouleuse, c'est comme, vous savez, c'est une machine qu'ils ont à la NASA pour entraîner les pilotes.
où il tourne dans tous les sens. Voilà, en fait, c'est ce qu'on fait subir non pas à quelqu'un, mais à un moule qui va pouvoir du coup, en fait, moi je vais faire mon mélange de bronze et de résine, je vais le passer au pinceau à l'intérieur du moule et je vais le faire tourner sur cette machine qui va faire un nappage. Et ce nappage va se répartir au fur et à mesure du temps et le fera mieux que la main d'un homme parce que ça épuiserait même un homme très fort de le faire. Donc, C'est un gain de temps, j'imagine aussi. en termes de temps, oui, c'est ce qu'on appelle un temps masqué, c'est-à-dire pendant que la machine tourne, moi je fais autre chose. Mais c'est pas vraiment un gain de temps, c'est plus un gain. Si on gagne du temps au final parce que on récupère un brut de moulage de très bonne qualité. Donc ça veut dire que par la suite, tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer sur ce type de moulage, comme des bulles, des manques de métal, des empreintes qui sont moitié bonnes, tout ça, c'est évacué avec cette machine. Donc voilà, donc toutes les grosses pièces sont moulées de cette façon. La tête de Fantasio, son corps, les bras, on les fait de façon traditionnelle, etc. Et donc on récupère ce qu'on appelle des brutes, moulage sorti tout juste du moule, et ensuite on s'attelle avec des limes, des petits papiers abrasifs, une sorte de petits outils. On va améliorer tout ça en enlevant les coutures de moulage, en ravivant les surfaces pour que le métal apparaisse bien. On va petit à petit arriver à des pièces qui font penser à du vrai bronze, parce que l'aspect est assez bluffant, et qu'on va petit à petit brunir avec un oxydant qui permet par oxydation donc d'obtenir un brun plus ou moins intense selon le temps d'exposition. On va ajouter des couleurs avec de l'acrylique, on va faire des lustrages, on va faire tout un traitement de surface pour arriver jusqu'à la patine numéro 1 qui on va appeler le bon à tirer. Ça, cette patine, bon, ça c'est moi qui l'a fait et c'est là où mes cheveux deviennent blancs et, parce que souvent le timing est un peu contre moi parce que c'est le moment où on a tellement déjà attendu, tellement déjà perdu de temps qu'on est un petit peu pressé de la mettre en vente quand même et qu'on ne peut pas parce qu'on n'a toujours pas de visuel contractuel de l'objet fini. Donc j'ai un petit peu la pression à ce moment-là et donc il faut trouver le bon mariage de teintes, de couleurs qui à la fois respectent la couleur d'origine et le trahissent forcément parce qu'aucun personnage est en bronze dans les BD. Comme moi, le contrat entre guillemets avec ceux qui m'achètent mes pièces, leur contrat c'est de leur vendre du bronze, du moins un aspect bronze. Comment on fait pour qu'il soit polychrome? Et donc là, c'est un peu de longue haleine tout ça. Et ça a commencé avec Gaston Lagaffe, ça s'est un petit peu affirmé aussi avec Lucky Luke. Il a fallu trouver un moyen de renoncer à la couleur tout en la mettant quand même. Et en fait, l'idée, c'est de travailler par transparence en laissant une proportion raisonnable de bronze visible. C'est ça mon raisonnement. Donc, combien de bronze visible à au moins 50%, voire plus? Voilà, ça c'est une première règle que je me suis posée, mais à force de le faire, hein, bien sûr. Une autre, c'est de travailler un peu comme on fait une céruse. Donc la céruse, c'est quand on dépose une teinte transparente sur du bois et que quelque part on est entre la couleur et le bois, du fait de la transparence. Donc là, je travaille de façon cérusée ou un petit peu plus opaque selon les endroits. Voilà, je me fais une petite règle du jeu comme ça, où je vais décider, tiens, ici je vais être un peu plus prononcé, ici je vais être plus transparent. Le bon équilibre qui va bien, j'ai pas très envie d'en sortir parce que en général je suis passé par plein d'autres propositions que j'ai montrées à personne parce qu'elles étaient moches. Et ces propositions, j'ai pas envie d'y revenir. Souvent, il y a un bon équilibre et pas deux. Et donc j'essaye après de maintenir un cap en expliquant, en réexpliquant. Et surtout, le bon à tirer reste toujours au centre de l'atelier. Et on peut tout le temps s'y référer dès qu'on a un doute. Et donc là, j'explique comment j'ai fait ce dégradé de bleu, j'explique comment et pourquoi ce noir s'estompe à arriver ici et repart vers du brun. Tout ça, il y a un sens parce que c'est pour le plaisir de l'œil. C'est le plaisir, mais c'est aussi simple que ça. Certaines interruptions de couleurs si on s'interrompt par exemple d'un pantalon noir, d'un seul coup on fait les chaussettes blanches, puis d'un seul coup on fait les chaussures marron. Je pense à Fantasio très fort là quand je dis ça. Mhm. Eh bien non. Non, en fait, les chaussures ont l'air d'être des accessoires rajoutés. Les chaussettes rouges sautent aux yeux, et puis ça fait kitsch, et ça fait peinture, et on sort de l'esprit du bronze. Et donc là, c'est quand même ardu c'est ce moment où il n'y a pas de règles. On est un peu livré à l'essai-erreur. Et en fait, j'en ai déduit qu'il que son pantalon, le noir de son pantalon, eh bien, continue sur les chaussettes et continue sur la moitié de la chaussure. Comme ça crée une continuité de noir. Et on avait un genre de dégradé. C'est impensable
quand on est figuriniste, d'imaginer qu'on allait faire déborder le noir du pantalon sur la chaussette. Ben si, ça marche très bien. En fait, du coup, on arrive progressivement du noir du pantalon vers le marron des chaussures et on zappe complètement le rouge des chaussettes. Voilà, ça c'est éclipsé. Et ben ça fonctionne. On a une espèce d'unité qui fonctionne bien. Mais c'est pas une règle absolue de faire ça tout le temps parce que sa veste bleu ciel, je me suis dit ouh là là, ça va être un gros morceau de bleu ciel. Et là, si je commence à mettre du bleu, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Et oui, pourquoi je m'arrêterais ici et pas là? Et s'il y en a en haut, il y en a en bas. Exceptionnellement, j'ai mis du bleu partout, en intensifiant simplement les creux, c'est-à-dire le creux des manches, tous les endroits un peu creux, je mets un peu plus de bleu et les autres endroits sont très transparents. Et en fait, ça fonctionne comme une couleur résiduelle, vous savez, comme une peinture qui, avec le temps, se serait usée. Bon, bah, elle va moins s'user dans les creux, vu qu'ils sont inaccessibles, et elle va plus s'user sur les endroits qu'on serait amené à frotter. Et ça fonctionne visuellement. L'œil valide cette façon de faire, qu'on ferait l'inverse, il ne le validerait pas, mais il ne saurait pas pourquoi. Et tout ça, c'est des petites règles que, à force de tâtonner, je me suis posé à moi-même, et ce qui fait que d'une pièce à l'autre, ça devient de plus en plus facile de trouver comment l'aborder, parce que quand même, voilà, je commence à avoir un petit peu d'expérience. Mais ça, c'est parti de zéro. C'est-à-dire que quand j'ai fait Gaston Lagaffe, je me suis dit, et si on mettait de la couleur sur le bronze? Oh, sacrilège! Moi, je venais de faire quelques vrais bronzes par le passé avec un fondeur, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, et je trouvais ça beau. Bon, ils font quand même des patines colorées, hein, les fondeurs aussi, hein. Enfin, la polychromie, c'est pas du tout le domaine. Et je me suis dit, je vais quand même essayer. Et puis je trouvais que bizarrement, ça fonctionnait quand même très bien. Mais c'est marrant parce que bon, voilà, c'est imprévisible, y compris pour celui qui le fait, hein. Donc maintenant, j'ai un peu moins peur de me lancer sur une nouvelle patine quand c'est le moment, mais j'ai toujours un petit moment d'effroi où je me dis, j'ai quand même eu des moments où je me suis cassé les dents parce que, par exemple, sur Lucky Luke, bon, Lucky Luke, la chemise jaune, je l'ai zappé. Le foulard rouge, je l'ai zappé. En fait, je vais pratiquement enlever toutes ces couleurs parce que, pour faire plaisir à tout le monde, je les ai toutes mises au début. Et on aurait dit un arbre de Noël. Ça n'aime pas du tout. Et donc, je dis au moins, ça servira de repoussoir. Je ne l'aurais pas fait pour rien. Et j'ai dit maintenant, je vais essayer de vous démontrer que on peut faire croire à un Lucky Luke coloré, alors qu'en fait, il n'y aura quasiment pas de couleur. Alors c'est parti, allons-y. Et en fait, je lui ai fait un peu son chapeau blanc et un peu ses revers de pantalon blanc. Grosso modo, un camailleux de marron partout, mais ça, c'est un peu la base. Et un tout petit frottis de bleu sur son jean, pour faire croire à du jean. Mais ce qui est Et impressionnant justement sur le Lucky Luke, c'est que alors qu'il n'est pas en couleur, quand on le voit, on reconnaît les couleurs de la BD. ben oui, oui. Alors, il y en a bien qui ont réussi à vendre des parcelles de la Lune. Moi, je peux bien faire vendre un équilibre peint qui ne l'est pas. Ça s'est mis à fonctionner, mais ça, c'est pareil, c'est complètement imprévisible. Et les ayants droit ont reconnu, mais parce que je leur avais déjà fait le coup du repoussoir avant, ils ont reconnu que ça faisait beaucoup plus sculpture en bronze, ça anoblissait complètement la sculpture, de lui retirer effectivement toutes ces couleurs. Qui l'eût cru? Et donc là, j'avais marqué des points parce que ça voulait dire que les fois suivantes, on allait me laisser au moins le bénéfice du doute sur les couleurs, parce que voilà, chez Dupuis, ils sont garants de l'image. Donc ça veut dire quoi, garant? Ça veut dire, ben, vous mettez pas toutes les couleurs qui sont dans la BD, vous avez faux, monsieur. Attendez, mais non, mais c'est pas si simple. Ah, si, voilà. Bon, effectivement, j'ai réussi à les convaincre qu'on pouvait faire des petites trahisons. Et ce qui m'a amené, quand j'ai fait Rantanplan, et lui, pour le coup, Rantanplan, lui, il a un peu de blanc aux pattes, il a un peu de noir sur les poils du dos, et le reste, c'est du bronze. Et ben, mais là, c'était pas du tout fait exprès. Là, en respectant ses couleurs normales, il s'est retrouvé à être hyper assorti à 100 mètres, parce que ils avaient finalement les mêmes couleurs. Bah, c'est un peu le cas aussi pour Spip par rapport à Spirou. On a un peu ce résultat-là aussi. Eh ben oui, oui. Alors du coup, j'ai un peu fait exprès, mais là, j'ai pas eu trop à me fouler parce que il est rouquin comme son maître. Donc, je me suis dit, bon, à quel point je lui fais un roux, appuyé ou pas appuyé. Et c'est probablement la sculpture qui a le plus de couleurs ajoutées. Il a tout son pelage, il a quasiment les trois quarts de son pelage qui sont recouverts de couleur orange voilà, pour venir soutenir un bronze que je peux pas rendre orangé naturellement. Donc,
je lui ajoute du orange à l'acrylique. Et donc voilà, par des jeux de transparence et de lustrage, on a l'impression que c'est un bronze qui aurait pris naturellement cette couleur. Tes sculptures, alors qu'elles ont quand même un prix conséquent, elles sont super vite épuisées, souvent même avant la sortie officielle, comme c'était le cas pour le Fantasio. Comment t'expliques ce succès et est-ce que tu saurais définir quel type de public tu as? Je surfe sur un public déjà convaincu. Pour Franquin, c'est facile. C'est facile parce qu'il y a déjà énormément d'amoureux et qui ont un certain âge et qui ont donc de certains moyens. Voilà, c'est pas de la dernière pluie. Donc c'est une licence qui garantit en général de tout vendre. Il faut vraiment faire un truc très moche que ce soit boudé. Et encore, j'en ai vu passer des moches sur Internet, mais c'est pas vrai. Enfin, moi, ça me fait toujours quelque chose parce que je me dis, mais ils sont passés où tous les critères que je m'entends dire quand moi, ma truc, soi-disant pas terrible? Parce que quand on me l'a fait refaire sur 21 points, ou 22, parce que des fois j'ai des listes, hein, puis 21 points, alors que je me suis arraché là-dessus. Et lui, il s'est pas du tout foulé, mais alors vraiment, vraiment pas. Et c'est en vente, ça. Alors ça, j'y comprends rien. Puisque tu parles de ça, on peut constater que les figurines, statues et autres sculptures para BD, justement, sont plus ou moins ressemblantes en fonction des séries, de qui les fabrique et aussi peut-être en fonction des matériaux utilisés. Pour toi, ça se joue à quoi du coup, vu que tu dis qu'il y a certains critères à respecter par rapport Ah aux oui, ayants droit, etc., et que logiquement vous avez tous les mêmes. Donc pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre les tiennes justement, qu'on dirait vraiment extraits d'une case d'une BD, et d'autres qui sont plus ou moins bien? c'est un peu la magie du moment. Je te parlais tout à l'heure de ce petit moment un peu d'épiphanie qu'on peut avoir quand on prend la peine de faire une pause et d'y revenir avec un œil plus éclairé et qu'on y trouve ce petit rien qui donne un peu plus de vie par-ci, ce petit rien qui fait que gna gna gna. Et au bout de quelques petits riens, ben, c'est pas rien. Et des fois, ben, alors sur une sculpture qui est mal partie, en général, il n'y a pas d'épiphanie. Faut pas rêver pour commencer, il n'y a pas la pâte à faire beau qui se trouve dans un bocal quelque part sur une étagère qui pourrait sauver le truc. Là, faut pas rêver, mais sur une sculpture qui est bien partie, encore une fois, ça peut être joli, faire le job, ou être saisissant. Et là, faut accepter, je sais pas, la critique déjà, passer par des sas où on montre son travail à des gens qui ne font pas de cadeaux, tout en restant bienveillants, bien sûr. Déjà, quand on a la chance d'être entouré de quelques personnes qui sont disposées à nous rentrer dans l'art, on dit mais c'est quoi ce nez? Et, c'est quoi ces yeux qui louchent? Enfin, je sais pas. Des choses qui déjà nous mettent l'esprit critique en éveil, et puis des vrais amoureux qui boudent pas leur plaisir et qui disent ça c'est génial, mais ce serait tellement mieux si t'allais encore plus loin là ou là. Voilà, il n'y a pas de secret, faut y aller, quoi. Faut pas bâcler et il faut y mettre beaucoup d'amour. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a un petit truc qui se passe, ça se passe dans le ventre où on se dit, elle est bonne, elle est bien, Euh, elle fait du bien. Et elle fait du bien dans le temps. C'est-à-dire, il y a des posings, il y a des formes, il y a des façons de traiter les choses qui parfois en font des caisses pour attirer l'attention, certainement pour qu'on les achète. Mais en fait, on s'en lasse à peu près aussi vite qu'elles nous ont émerveillés. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut arriver à inscrire ce qu'on fait dans le temps. C'est-à-dire arriver à toucher quelque part la veine du personnage qui le rend ce qu'il est, un peu l'essence. Enfin, je parle d'un Graal que tous les artistes on cherche, hein, les sculpteurs encore plus, j'ai envie de dire, parce que une sculpture, en fait, on la met sur une étagère, donc on la voit a priori toute la journée. Alors que un dessin, on tourne la page et puis on range le livre. Donc on n'aura pas la même exigence de synthèse d'un dessin que d'une sculpture. Donc il faut savoir, il faut trouver la synthèse qui va à la fois qualifier le personnage dans ce qu'il est intrinsèquement et éviter de le faire sombrer dans l'anecdote à force lui faire faire des choses, des galipettes, des saltos arrière, ou de lui faire faire des bulles de savon, j'en sais rien, toutes sortes de choses qui attirent l'attention certes, mais qui vident le personnage complètement de son essence. Voilà, donc ça c'est forcément un espèce de crible par lequel je fais passer mes projets avant de même de les commencer, parce que ça me semble essentiel
essentiel qu'on ne se lasse pas. Vu que tes sculptures sont en série limitée, qu'est-ce qui détermine justement le nombre d'exemplaires que tu vas réaliser? C'est assez spéculatif parce que quelqu'un qui serait là en train de nous écouter et qui voudrait se lancer dans qu'est-ce que c'est que de faire une bonne série, machin, bon, les ingrédients ne manquent pas, c'est presque de l'alchimie, hein. Il faut sentir son public quelque part. Et donc là, moi, je suis pas forcément le mieux placé pour savoir ça. Et donc, je me renseigne, je demande à mes partenaires, qui certains, comme je pense à BD Flash, par exemple, bah, lui, il voit des collectionneurs à longueur d'année dans sa librairie. Donc, il parle énormément avec plein de gens, et donc, il a une bonne façon de sentir que tel ou tel sujet, de telle ou telle façon, va plus ou moins intéresser un certain nombre de gens. Que ça permet quand même de concocter une espèce de nombre idéal, sachant que pour moi, le nombre idéal, c'est quand on est un tout petit peu en dessous de la demande probable, de telle façon que tout part par effet d'aubaine, pour le dire cyniquement, ce que je ne suis pas. Il faut à un moment donné, bien être stratège, parce que, encore une fois, faut se lever tôt pour vivre de son art. Moi, je me suis levé il y a 25 ans, mais aujourd'hui encore, je fais des marathons, hein, pour être sûr que ça aille jusqu'au bout. Donc, une série qu'on lance à 65 exemplaires, par exemple, et dont on ne vendrait que 50 exemplaires, on pourrait dire, quand même, 50, c'est bien. Ben non, c'est un flop. C'est un flop parce que tout est tellement tiré au cordeau de partout que c'est bien souvent le dernier quart des ventes qu'on fait où on gagne vraiment notre vie. C'est pour ça qu'au départ, il faut bien sentir où on va et se dire, je suppose qu'on pourrait en vendre 80, mais on va en faire 65. Comme ça, ben, les gens se précipitent parce que la pire chose que puisse faire un collectionneur, c'est de se dire, j'ai le temps. Enfin, la pire chose pour moi. Il se dit j'ai le temps va lui faire découvrir d'autres pièces qui sortent chez d'autres gens et qui finira petit à petit par oublier la pièce qu'il disait avoir le temps d'acheter. Donc il Oui. l'achètera pas et ça sera mort pour toujours. Et donc voilà, donc faut pas qu'il y ait trop le temps. Et c'est ça l'effet d'aubaine, hein. Et donc moi, il faut que je fasse le bon chiffre, la bonne limitation en ce sens. Et donc c'est un espèce de contrat donnant-donnant parce que quelque part, moi, je me sacrifie un peu des ventes probables, hein, qu'avec le temps, j'aurais pu faire en faisant 10 ou 15 pièces de plus. Je sacrifie ça et au profit d'une pièce qui du coup va intéresser les collectionneurs parce qu'elle va au moins garder sa valeur, voire en prendre. Jusqu'à présent, c'est ce qui s'est vérifié, hein. Toutes les pièces qui repartent en vente sont toujours vendues plus cher à l'achat. Donc pour moi, c'est un contrat tacite entre les collectionneurs et moi que je trouve un contrat sain. Parce que je préfère les savoir possédant des objets qui valent plus cher parce que voilà, c'est rassurant pour tout le monde en fait. On les garde parce qu'on les aime, mais à un moment donné, on n'est jamais à l'abri d'un coup dur qui fait qu'on est obligé de les revendre. On n'est jamais à l'abri d'une lassitude. Et donc, on les revend. Et puis, tout le monde apprend que ça vaut plus cher. Et puis, qui c'est qui est content? Bah, c'est moi aussi. Parce que je me dis, tiens, super, elle valent plus cher qu'avant. Donc, du coup, je peux maintenir mes prix, voire les augmenter un petit peu. Parce que tout augmente. On a pu voir sur ta page Facebook des sculptures de Champignac. Est-ce que c'est un projet avorté ou est-ce que c'était juste pour ton plaisir? Ni l'un ni l'autre, en fait, c'est une pièce unique que j'ai faite à une époque de ma vie où je voulais me faire connaître. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que me faire connaître, ça veut dire proposer assez de sérieux et je sais pas trop comment le décrire auprès des éditeurs pour qu'ils aient confiance en moi et qu'ils aient envie de signer des contrats officiels. Champignac, c'était ta vitrine, quoi, on va dire. Exactement. J'étais aussi à la recherche d'une esthétique. L'idée, c'était de se positionner par rapport à un marché qui était déjà installé et qui n'avait pas besoin de moi. Et donc, qu'est-ce que je pouvais proposer d'original? Sous quel angle? Est-ce que j'allais faire de la fonderie d'art? À l'époque, je ne pensais pas que je pourrais améliorer le principe du bronze composite avec des patines. À l'époque, je ne me voyais pas faire ça en bronze composite. Je trouvais que c'était beaucoup plus jusque boutiste de le faire en vrai bronze. Et donc, j'ai fait des projets jusque boutistes qui se sont arrêtés effectivement à un exemplaire et que j'ai numéroté un sur un. Et après, je suis allé avec mes petits pieds jusqu'à la déchetterie et j'ai jeté le moule en chialant, hein, parce que voilà, je voulais pas avoir d'ennui et puis je voulais pas être tenté si on me disait ah j'en veux un d'en mouler un second. Donc voilà, j'ai fait quelques pièces uniques et puis ces pièces, voilà, maintenant chez Dargo, ils les ont vues, ils sont courants. À l'époque,
l'époque, j'avais peur qu'on me fâche. Et en même temps, comment faire pour se faire connaître si on n'essaye pas par quelque chose? Voilà, donc bon, j'ai appris par la suite que les pièces uniques, finalement, en général, personne ne nous dit rien. Mais bon, comme je suis assez scrupuleux quand même, comme garçon, je me demandais toujours si j'avais le droit de communiquer dessus. Bon, maintenant, je me sens plus en sécurité parce que je sais que tout le monde est au courant et que voilà, chez Dargo, ils ont confiance en moi. Et voilà, et donc maintenant, je me permets de ressortir un peu des photos du grenier. Je sais que tu travailles encore sur un projet Franquin. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, j'ai un secret de polichinelle qui sera bientôt révélé sur mon nouveau site. En fait, si je fais un peu de rétention parce que c'est un projet que j'ai fait pendant le confinement et dont j'ai parlé à personne, du moins pas publiquement. Et j'attends le bon moment pour le montrer. Et pour moi, le bon moment, c'est quand mon nouveau site internet va être mis en ligne. Bon, donc tu peux Donc, pas en parler. tout ce que je peux dire, c'est que ça commence par un Z et que c'est de Franquin. Je pense que c'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Et donc ça, voilà, je montrerai ça très bientôt. Et le projet Marsupilami, oui, je peux en parler, même si c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Voilà, j'ai une vision de ce que je vais en faire qui commence un peu à se préciser, mais j'ai encore rien signé. C'est pas qu'ils veulent pas me faire signer, hein, ils sont OK pour ça. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été possible, mais là, ça y est, c'est bon. Simplement, je retarde un petit peu le moment de signer un contrat parce que je veux être sûr de savoir faire la queue du Marsupilami, qui est quand même le big problème de ce personnage, surtout quand on veut le faire en bronze. Quand je dis en bronze, c'est toujours pas de la fonderie d'art, mais là, en bronze composite, la queue, c'est pas du tout envisageable. Donc, il faut que je la fasse en laiton, donc avec une vraie barre de laiton. Pour être aux proportions de Spirou, il va falloir que le marsupilami fasse à peu près 30 centimètres s'il était assis sur le derrière, comme ça, comme un chien. Et donc, sa queue fait très probablement 1 centimètre de diamètre par 4 mètres de long. Et donc là, on est à l'échelle, grosso modo, un tiers. Échelle un tiers, donc ça voudrait dire que sa queue ferait probablement 12 mètres dans la réalité. J'ignore si c'est vrai, hein, et elle ferait 3 centimètres d'épaisseur. Et je suppose que ça ferait voilà, à peu près la proportion. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Comme moi, je m'interdis de faire de la peinture. Je ne veux pas faire des taches peintes au pinceau. Donc, y compris sur son corps, hein, j'y reviendrai. Et donc sur la queue, ben, ce que je vais faire, en fait, je suis en train de mettre ça au point avec un spécialiste, c'est de les faire en gravure, c'est-à-dire avec la technique de l'eau forte qui est de l'acide. Donc c'est à mettre au point encore, mais l'idée c'est ça. Ça va être d'obtenir avec un système de plotter, c'est-à-dire c'est une machine qui sort des autocollants prédécoupés. Et donc sur cette machine, on peut lui vectoriser tout ce qu'on veut et lui demander par exemple, sors-moi des tâches de marsupilami. Alors, voilà, il faudra quand même les dessiner avant, mais il va me sortir des frises entières de taches de marsupilami sous forme d'autocollant que je vais venir maroufler sur la tige en laiton et ensuite je vais retirer, tout est plastifié, si vous voulez, la totalité de la barre se retrouve plastifiée à l'exception des taches dont on peut les enlever une par une, comme c'est prédécoupé. Et donc, une fois qu'on a fini d'enlever tous les autocollants correspondant aux taches, on se retrouve avec une barre qui est entièrement couverte de plastique, sauf à l'endroit des taches. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on trempe dans l'acide et donc ne sera rongé que la partie où il y a les taches. Et donc on le laisse ronger le temps qu'on veut, en l'occurrence à peu près 1 millimètre de profondeur, pas plus. Et après on le rince et voilà. Et on enlève l'autocollant qui ne sert plus à rien. Et on obtient quelque chose de pas fini mais qui est un bon début. Ensuite, avec un chalumeau et avec des gabarits en bois et toutes sortes d'outillages, on vient tordre la queue pour lui donner la forme du prototype, qui sert donc de bon à tirer pour que on sache à chaque fois la tordre à peu près de la même façon. Et donc là, la queue a trouvé sa forme. Il n'y a plus qu'à remplir toutes les petites taches, qui sont un peu comme des cuvettes. On les remplit avec une résine noire. On ponce le petit surplus et on obtient un noir dans la masse. Voilà. Et ce qui fait que le bronze et le noir vont s'associer tous les deux sans qu'il y ait eu de peinture. Et donc ce système de remplissage avec de la résine noire fonctionnera aussi sur le corps du marsupilami, mais là, j'aurais pas besoin de le passer à l'eau forte, vu que l'original aura déjà toutes les petites cuvettes représentant Ouais. les taches qui sont pré-sculptées une bonne fois pour toutes. Donc il y aura quand même du temps à passer, il y aura du travail à déléguer parce que toutes ces histoires d'acide, tout ça, moi je ne ferai pas ça à mon atelier. Et donc ça va être une pièce ambitieuse. Pour terminer, quelles sont tes prochaines actualités? Alors là, ça va pas être dans le domaine franquin. Je vais me risquer dans le domaine plus de l'illustration jeunesse, en faisant une, deux, voire trois associations avec des dessinateurs
que j'admire beaucoup et qui sont très admirés. Le premier d'entre eux étant Frédéric Pilot. J'ai le premier d'entre eux dans l'ordre des pièces que je vais être amené à faire avec, hein. Donc je suis en train de travailler sur Balbuzard, qui est un conte illustré sur la piraterie et qui est un personnage truculent assez incroyable avec plein d'oiseaux qui le suivent partout et qui rendent la sculpture l'équivalent d'un Everest pour un alpiniste. Voilà. Et donc je me dis, je vais faire cet Everest parce que j'aime ce personnage, j'aime l'univers de Pilot, j'aime les défis. Et donc voilà, elle va être très très longue à faire et elle devrait sortir en mars prochain. Je commencerai à révéler un petit peu des parties de la sculpture quand j'aurai mon nouveau site internet, là, c'est pareil. Donc ça, voilà, ça c'est ce qui va m'occuper ces prochains mois. Et puis là, en actualité très récente, c'est Pin-Up de Berthet, dont je vais sortir la sculpture là, je pense d'ici 2-3 semaines. Elle est quasiment finie, il faut que j'apprenne en photo, il faut qu'elle soit validée. Et donc voilà, tout ça, ça va prendre, je pense, 3 semaines à peu près, si tout va bien. Et donc je pourrais vraiment la révéler au public, elle sera complètement terminée. Là, c'est ma pièce en série la plus ambitieuse que j'ai été amené à faire jusqu'à présent. J'ai envie de dire techniquement surtout, parce que voilà, elle est en énormément de morceaux qu'il faut arriver à coller de façon très précise, ce qui n'est pas forcément mon credo. Et donc, voilà, elle va être aussi la plus coûteuse de tout. Et, logique. Parce qu'elle est assez grande, hein, elle est aux mêmes proportions que Torgal, hein, elle est à l'échelle 1/3, assise sur une bombe, tout ça avec un socle en acier thermolaqué. Enfin, voilà, tout est soigné, donc on arrive voilà, très vite à des prix. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, vraiment de quoi m'occuper encore bien comme il faut. Eh bien, Samuel, je te remercie beaucoup pour le temps accordé et ben, je te souhaite bon courage pour la suite. Eh ben, merci beaucoup, et puis au plaisir.